Est-ce que vous n'êtes pas trompé d'endroit? Est-ce qu'un prétoire de tribunal peut servir de tribune politique? Non, mais il se trouve que c'était déjà un coup de pub de la part de la RATP que de demander 1 million d'euros pour ça. Donc je pense qu'ils sont victimes de leur propre piège qu'ils ont voulu tendre. Et il se trouve que ça c'est un médiatisme parce que ça touche les gens. Et c'est que le début, et on le sait bien que c'est que le début. Et comme ce qu'il faut c'est faire la passerelle avec le politique, mais une fois que la passerelle avec le politique et l'éducation est faite, tout est bon, les tribunaux sont bons, mais également la démarche individuelle. Nous, il faut bien savoir aujourd'hui une chose, c'est qu'on est désespérés. Il n'y a qu'à voir les gueules des gens dans la rue. Les mecs ne bandent plus, il n'y a plus de désir, les gens sont complètement atomisés, on a l'impression qu'on doit subir une sorte de fatalité. Et ça, c'est de l'embrigadement. Donc l'impuissance, le sentiment d'impuissance provient non pas d'une sorte de marche inéluctable du monde, mais provient vraiment d'un matraquage publicitaire. Parce que toutes les pubs sont condamnables. Pourquoi ? Parce que le message de la pub s'adresse à la partie archaïque de l'homme. Et on sait bien où ça peut conduire que de s'adresser à la partie archaïque. C'est pour ça que les femmes sont sollicitées. Vous savez, quand il y a une femme à poil qui monte ses seins, l'homme, archaïque comme il peut être, il regarde et ça s'imprime dans sa rétine. Donc vous comprenez, la femme objet est une des clés du système. Le sucre est une des clés du système. Plus on donne du sucre à une population, c'est-à-dire le goût, l'élément de goût qui ne nécessite pas d'éducation pour être ressenti par le cerveau, plus on abrutit le système. Pensez à Pinocchio à la fête foraine. Le sucré, l'eau qui devient sucrée. Il faut réfléchir à ça, l'eau qui devient sucrée, l'absence de goût quand vous allez manger dans des fast-food, tout a le même goût sucré. C'est pareil que la pensée, il faut faire des parallèles. La pensée est unique, on mange pareil, on pense pareil, on dort pareil. Alors il y a des mouvements qui naissent, l'espoir il est là, il est réellement dans la militance et dans la prise de conscience. Il y a des mouvements qui naissent, on est à l'aube de cette renaissance-là, et à mon avis on est à l'aube d'une renaissance du politique. Mais c'est un rude combat. Et brièvement, qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui pensent que le fast-food c'est bon et que la publicité c'est bien? Tous mes élèves me disaient ça. Tous mes élèves, quand je leur tenais ce discours un peu plus doucement et pédagogiquement, me disaient « Monsieur, on ne peut rien y faire ». Et ça partait de ma question initiale du début de l'année. Au début de l'année, quand je découvre ma classe, je demande « Vous voulez faire quoi plus tard ?» C'est normal, je les ai en terminale. Et ils me disent « Monsieur, rien à foutre de ce qu'on a à faire plus tard. Ce qu'on veut, c'est gagner du fric parce que sinon on meurt ». Et quand on est, donc ils sont déjà aïeux, c'est inculqué, l'idée simplement de prendre du plaisir, de vivre, de découvrir l'autre, d'entrer dans l'abandon avec l'autre, n'existe plus. Il s'agit de faire du fric parce que sinon on meurt. C'est contre cette éducation absolument abrutissante et qui nivelle tout. C'est ce que j'appelle le libéral totalitarisme, donc je pèse vraiment mes mots. C'est totalitariste parce que tout simplement, ça touche les individus dans toutes les dimensions de leur vie. Voilà ce qui est totalitaire. Dans la dimension amoureuse, regardez l'amour, comment l'amour est mis en pub. Il s'agit d'avoir le bidule. Si vous n'avez pas le bidule, vous ne pouvez pas aimer. Ça ne tient pas longtemps. Si vous n'avez pas tel shampoing, tel yaourt, tel bidule, tel machin, l'amour est impossible. Le bonheur est impossible. Regardez l'utilisation du mot vie. Le mot vie est à toutes les sauces. Le mot bonheur est à toutes les sauces. Il s'agit vraiment d'un monopole qui a été fait. Et vraiment, il est urgent, à mon avis, de prendre conscience qu'on est en train de produire, certes des victimes, mais en tout cas des gens qui sont tout à fait susceptibles de devenir fanatisables. On produit un bûcher ardent, il suffira de mettre une étincelle. Et l'étincelle, elle va venir, évidemment, elle va venir. Donc, c'est un endoctrinement, contre l'endoctrinement, il faut la prise de conscience. Et la grande force de ce mouvement, c'est qu'il suffit de dire c'est une pub qui veut te mettre des choses dans la tête pour que le jeune refuse. Et moi, ce que je leur disais, c'était simplement, vous êtes des victimes de ça. Vous êtes des cibles, on vous appelle des cibles. Et entrer dans l'intérieur de ces manœuvres-là est intéressant. Et il suffit simplement d'être, disons, publiphobe une fois dans sa vie pour l'être tout le temps. Donc c'est ça la grande force. Il suffit de dessiller les yeux pour que tout d'un coup on regarde le monde d'une autre façon. Et c'est cette autre vision du monde, d'autres lunettes, qui permet vraiment de maintenir ce mouvement et qui va éclore évidemment à mon avis. Et c'est pas un combat qui est également totalitaire, le fait de dire aux enfants, bah vous n'aimez, moi j'aime pas la pub, donc vous n'aimez pas la pub. J'ai dit que j'aimais pas la pub, mais j'adore la pub. Mais je veux dire, toute mon enfance j'ai adoré la pub. En tant que professeur, de dire ça à ses élèves, est-ce que c'est pas d'une certaine façon un totalitarisme? Absolument pas, parce que moi ce que je leur dis c'est juger, penser, et ensuite voyez si vous aimez ou pas. Il ne s'agit pas qu'ils reprennent mes mots et mon discours, je suis professeur de philosophie, je suis pas dogmatique, c'est la pub qui est dogmatique. Il s'agit simplement, en votre âme et conscience, juger si votre paire de Nike ou votre paire d'Adidas, et ben vous en voulez une nouvelle parce qu'on vous dit qu'il faut avoir la nouvelle, etc. Jugez s'il n'y a pas manipulation mentale derrière tout ça. Et ils sont pas bêtes, heureusement ils sont pas bêtes, et ils comprennent. Le problème, c'est que ça joue avec le cynisme. Alors, le problème, c'est qu'ils disent, oui, je sais, monsieur, au bout de 3-4 discussions, tout le monde est d'accord. Évidemment, on se moque de nous, évidemment, ils ont une distance, la fameuse distance. Mais cette distance, elle est cynique. Quand vous avez une publicité egg pour les cartes bancaires, où on vous dit, contre les idées reçues, il paraît que les Suisses ne courent pas vite. On met le feu à un Suisse, vous voyez l'individu qui brûle devant la caméra et qui court vers un lac. On lui dit, bah voilà, c'est une idée reçue, les Suisses peuvent aller vite. Regardez, où est l'endoctrinement, il est de ce côté-là. Donc il faut dire, regardez, décrypter le monde. Et pour décrypter, il faut un canevas conceptuel, il faut une éducation. Or aujourd'hui,
le réel problème. C'est que l'éducation publique de banlieue défavorisée n'est pas une éducation. J'ai été prof 5 ans, j'ai enseigné 2 ans en zone sensible ZEB, double classement. On ne peut rien faire. Les manifestations de profs, c'était certes sur le retrait du personnel, etc., mais c'était d'abord pour ce constat qui est un constat idéologique et politique. On ne peut plus rien faire. Donc il faut que les citoyens se mobilisent. Il y a une vraie néo-résistance à fournir. Merci. On va attendre qu'il y ait un peu moins de caméras. Non, c'est CES, PE, DES. Alors que la publicité, c'est 2% du billet de métro. Donc on ne nous fasse pas croire que parce qu'on va réduire les pubs et parce qu'on va être contre les pubs, le ticket de métro qui n'a cessé d'augmenter, la communication, on communique, c'est à double sens. La communication à sens unique, ça s'appelle plus la communication, ça s'appelle du matraquage. Et le matraquage, là, on peut être... Vous y croyez parce qu'ils renouvellent leur parc grâce à la Non, pas du tout. Je crois pas du tout. Pas une seconde. Et qui fournissent les preuves, ils les ont pas fournies. Qui fournissent les preuves. Quand on voit, ils achètent. Non, je suis contre toute la publicité, de toute façon. Mais je pense que le débat doit être gradué. On ne peut pas dire non, il n'y aura plus de pub du jour au lendemain. Regardez, pensez, un journal comme Le Monde a fait 4 fois, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 4 fois sa une sur Love Story. Le Monde. Donc vous comprenez bien, parce que ça fait 15% des ventes, ça augmente les ventes. Un magazine de référence, un journal de référence. Vous comprenez bien que c'est pas du jour au lendemain qu'on va changer ce système. Il faut simplement, plutôt que de vouloir... Vous savez, on tague une affiche. Taguer une affiche, c'est quoi? C'est de dire aux autres, regardez, c'est de l'embrigadement. C'est pas contre l'affiche, il y en a beaucoup trop, on n'est pas idiots. On va pas taguer toutes les affiches de France. Mais l'idée, elle est simple, elle est de dessiller les regards, dessiller les yeux. Parce que quelqu'un qui devient publiphobe, c'est quelqu'un qui ne peut plus se faire avoir, vous comprenez? Il a une sorte de grille intellectuelle par laquelle toutes les informations passent. Donc moi, je milite vraiment pour une adolescence et une jeunesse publiphobe. Je pense que c'est une des clés pour retrouver un minute à essayer de voir, apporter des preuves, et les témoins n'en ont pas plus, n'ont pas plus. Donc voilà, ça je pense. Parce que on a besoin. Non, alors du point de vue global, pourquoi les témoins n'ont pas comparu? J'ai envie de dire, mais parce qu'on a besoin de ce système-là. Parce que qu'est-ce que vous allez faire de jeunes gens qui sont décidés? Non mais là, comment ça a été présenté? Là, c'était simplement, c'était dans le civil, on n'a pas besoin, ils n'apportent rien, ils ont publié, on peut voir des articles et des livres, mais on n'a pas besoin de les entendre. Voilà. Mais plus globalement, il faut voir que ce système-là, on en a besoin. Que va-t-on faire de cette jeunesse qu'on ne forme même plus dans les écoles? On ne donne même plus de rêve, il n'y a même plus d'idéologie qu'on pourrait donner, mais elle essaie de s'organiser, la jeunesse un peu fatale.
Putain comme. Quel dézoomage de ouf. Vous voulez pas transformer ce procès en tribune politique altermondialiste ou un truc comme ça? Non mais c'est vrai. Et puis non, c'est vrai que c'est une chambre civile et que donc ça parle plus de dégradation et qualifier les gens, qui a fait quoi, et puis combien ça coûte et combien ça va facturer. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez pu parler? C'est très peu. Oui, c'est ça. Ouais. Je parle pas un peu. Est-ce que les journalistes peuvent poser des questions, s'il vous plaît? Non, rien. Qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez pu parler? En deux mots. Non, j'ai pas pu parler. Qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que ces gens-là inventent une nouvelle forme de militantisme adaptée à notre époque, une époque où l'économie décide de tout et où le seul moyen de répondre à ce nouveau pouvoir, c'est de créer de nouvelles façons de contester. Ça, c'est un exemple de, je pense, de contestation qui va se développer dans les prochaines années, à mon avis. C'est pas quelque chose qui va leur casser les pattes aux entreprises françaises. Au contraire. Et sur la pub, La pub, c'est normalement dans un système comme le nôtre, c'est censé être une information des entreprises qui parlent aux consommateurs. C'est pas censé être un discours idéologique omniprésent et qui envahisse tous les endroits publics. Et ce que l'avocat de la défense a dit était assez juste. Il a commencé en parlant de privatisation d'un espace public. Le métro est un espace public, la rue est un espace public, et depuis 50 ans, des marques se sont arrogées le droit de prendre la parole comme ça, devant tout le monde. Pour la première fois, des gens ont le courage de répondre à cette parole par une autre parole, et je ne vois vraiment pas le problème. Si on est dans un pays démocratique, ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Voilà. Ok, bon, merci. Je vous laisse. Au revoir. Merci. Au revoir. On se met comme ça, les gars. En blanc. En blanc. Quand t'as un volet devant. En fait, c'est clair. Je laisse le passage. Il y avait tout de côté pour faire un passage. Les gens qui ont pas besoin. Dorothée, ça va? Moi, c'était pour t'occuper un peu. Mais je te le paierai donc. Combien? Ça va? Regarde ce que t'as changé. Je vais quitter tout, mais ça va? J'ai perdu l'habitude des procès politiques et coupe de caméra et tout. Jésus, on va t'avoir dans 15. Vous attendez qui, là, Robert Johnson? Ouais, Robert Johnson arrive. Ouais, c'est moi, tu me la jettes ça. Ouais, il arrive, il est encore dedans. Tu vas bien? Ouais. Bien et toi? Ça a été très technique et très peu politique en fait. Jamais où, peu plus. bah, ils sont revenus un peu sur. Alors je vais remettre ça en ordre quoi. Pardon. Non mais écoute, je dois filer faire mon sujet. Sur le fait qu'en gros ils n'ont pas réellement de preuves et même dans l'estimation du préjudice commis, on se rend compte que les différentes factures qui ont été fournies
sont de différentes entreprises, mais elles ont toutes le même siège. En fait, ils ont tous des intérêts. Métrobus, des gens qui travaillent dans Métrobus ont des intérêts dans d'autres sociétés qui ont fourni les factures pour justifier le préjudice commis. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu quand même, parce que bon, vous parlez d'une tribune politique que vous vouliez saisir, vous aviez des choses à dire, les 4 témoins qui auraient pu vous relayer n'ont pas eu le droit de parler, enfin, c'est quand même assez décevant. C'est décevant et on pouvait s'y attendre. Maintenant, c'est évident que si ce procès n'a pas pu être politisé et que ce débat n'arrive pas à s'installer sur la place que doit prendre la publicité dans les espaces publics, on peut être sûr qu'on reviendra très bientôt ici et que des actions vont continuer à se dérouler dans le métro. On parlait tout à l'heure d'incitation à la destruction et de destruction d'affiches publicitaires. Le mouvement a cette particularité qui n'a pas de porte-parole. Pour ma part, j'incite à ce que j'appelle plus le droit de réponse que de la destruction. Donc les actions vont s'intensifier et dans le métro, en extérieur, et on verra bien si la RATP et Métrobus si ces deux sociétés sont disposées à ouvrir un dialogue, un débat sur ce sujet-là. En extérieur, c'est-à-dire? En extérieur, c'est les badges qu'on trouve sur les bâtiments, c'est des panneaux qu'on dit sucettes ou avec des publicités à l'intérieur, les abribus. Et vous avez l'air un peu énervé quand même. Un peu fatigué parce que je suis fumeur et je suis resté très longtemps sans fumer. Voilà. Ouais, mais bon. Et c'est pas être très agréable un procès. Puis oui, il y a le délibéré qui est pour le 28, donc on n'a pas vraiment de réponse. Non, mais sur la fin, c'est-à-dire c'est pas eu de débat, quoi. C'était quand même votre but aussi de venir en justice. Et disons que une procédure civile, c'est vrai que ça se prête pas très bien à ce genre d'exercice. Donc c'est beaucoup de procédures écrites et on va dire le président du tribunal a fait en sorte qu'il y ait quand même un échange de questions-réponses. Ça a été très technique et c'est vrai que l'aspect politique n'a pas du tout été abordé. Quand cela, oui, c'est frustrant. Mais on aura d'autres tribunes politiques et on se les fabriquera comme on a fabriqué celle-ci, en retournant recouvrir des publicités. Et donc vous allez chercher à aller au pénal finalement, parce que si vous voulez une vraie tribune, il faut aller au pénal. Non, on ne va pas chercher à aller au pénal plutôt qu'au civil, on va chercher à se faire entendre. Métrobus aujourd'hui se vante de participer à hauteur de 2% du budget total de la RATP. J'ai envie de dire, qui sont les 98 autres pourcents? Est-ce que ces 98% là ont leur mot à dire? Moi je crois que oui, et je crois qu'on va le dire. Vous allez continuer les actions de recouvrement On va continuer les actions de recouvrement. Après l'audience, on laisse délibérer tranquillement. La seule chose que je veux dire, c'est que pour moi, le vrai problème, ce n'est pas celui de la publicité, ce n'est pas le lieu, le prétoire d'un débat sur la publicité. Le vrai problème, il était uniquement et exclusivement dans le fait que je considère qu'on ne peut pas accepter que des gens se fassent justice eux-mêmes. Si la cause est d'une gravité extrême, il y a eu la résistance, il y a eu beaucoup de choses, mais pas pour la publicité. Et c'est un principe démocratique, et c'est là-dessus qu'a été fondé. Nous ne cherchons que la réparation d'un préjudice. En même temps, 1 million, c'est un peu contesté l'évaluation d'1 million. Non, ça c'est le dossier. On ne fait pas n'importe quoi, ni le service public, qu'est la RATP, ni Métro. Dernière question très courte. Lorsque les personnes sont jugées avancent finalement des raisons politiques, une sorte de légitime défense anti-pub, c'est quoi votre réaction? Mais ce n'est qu'une minorité, mais il existe quand on veut faire avancer une loi ou quoi. Regardez le mouvement sur l'IVG, il y a des moyens de faire voter au Parlement une loi et Simone Veil a parfaitement réussi à faire passer un texte qui était réprouvé par tout le monde au départ. Elle a parfaitement réussi. Si on estime que certains veulent limiter la publicité, il y a des voies légales pour le faire. Oui, dernière question, pardon. Il n'y en a que 4 qui le reconnaissent. Oui, finalement, 5, une cinquième peut-être. Alors 5, qu'est-ce qui va se passer? Vous demandez à ce que le million soit réparti ensemble? Non, sur tous. Sur tous les autres, sauf ceux pour lesquels on s'est désisté, mais sur tous les autres également, parce que, en réalité, leurs excuses et leurs fuites de reconnaissance et de ne pas vouloir assumer me semblent extrêmement graves. C'est pas une preuve de maturité. Il y en a 62 qui sont pris, il y en a peut-être 200 ce soir-là. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu injuste quand même? La jurisprudence de la Cour de cassation est exactement dans ce sens. Si vous n'êtes pas pris, mais qu'il y a une action in solidum, une responsabilité in solidum, on ne peut pas se défausser de cette action en excitant que certains n'ont pas été pris en même temps que vous. Voilà, c'est la loi. Merci.
la maintenance au terme? Bon, maintenant, t'as plus qu'à expliquer ce que veut dire insolidant. Jamais. Il faut faire mourir. Défendu par vous, Oui. et d'autres assignés sont défendus par Maître Peter. C'est ça, vous pouvez nous expliquer ça? Enfin, je peux vous expliquer quelle a été leur défense, en tout cas. Leur défense a été de reconnaître les faits, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement participé à une opération de barbouillage. Ils n'appellent pas ça une dégradation, et moi non plus d'ailleurs, puisqu'un affiche publicitaire c'est quelque chose qui s'enlève et qui se remet d'ailleurs. C'est un droit de réponse légitime, si vous voulez. On est interpellé tous les jours par de la publicité. Donc quand ils répondent, ils estiment exercer un droit. Donc c'est ce qu'on a exposé au tribunal qui nous a écoutés attentivement. Sur le préjudice lui-même, la RATP demande des sommes exorbitantes, mais en réalité, comme vous avez pu le constater, n'en justifie pas. C'est-à-dire qu'elle justifie d'un préjudice global, mais ce dont elle doit justifier, c'est d'un préjudice particulier. C'est-à-dire que quand un maître dégrade une affiche, par exemple, on peut lui demander de payer pour cette affiche qu'il a dégradée, mais certainement pas pour 14 000 affiches. Et l'exemple que j'ai donné au tribunal me paraît important. Si on appliquait ce raisonnement de la RATP, ça veut dire que demain, si vous avez une manifestation qui a lieu dans la rue et qu'il y a autour de la manifestation des dégradations, on pourrait prendre n'importe lequel des manifestants, le traîner devant un tribunal et lui demander de payer pour la totalité. C'est ce que fait aujourd'hui la RATP. C'est exactement sa logique. C'est de dire 4 personnes ou 62 personnes, suivant le cas, auront à payer pour un préjudice qui a eu lieu sur une période de 3 mois dans 40 stations de métro. Voilà l'état de leur demande. Mais je suis confiant parce que je suis sûr que le président et le tribunal feront une application conforme du droit de la responsabilité. Ils ne rentreront pas, bien évidemment, dans cette logique. Vous vouliez faire de ce procès un peu le procès de la publicité à outrance. Est-ce que vous êtes satisfait de cette audience par rapport à ça? Oui, le message est passé. Alors évidemment, c'était pas non plus le but premier. C'est-à-dire que l'audience n'était pas là pour faire le procès de la publicité. J'en ai profité, moi, pour dire quel était le message, et c'était important quand même, parce que la RATP évidemment n'a pas voulu que les témoins soient entendus, avait envie de faire le procès des dégradations, pour elle ce sont des dégradations, rien de plus, et voulait surtout éviter qu'il y ait un débat sur le fond et qu'on explique pourquoi il y avait dégradation et en quoi consistaient les dégradations. Or c'est ça le plus important finalement, c'est pourquoi aujourd'hui les gens, les citoyens, en ont marre de la pub et décident de l'exprimer individuellement, chacun de son côté ou en groupe, dans les couleurs de la RATP. Le jugement sera mis en délibéré et donc la décision sera rendue le 28 avril prochain. Oui, vous avez appris. Je dis que on est là, Oui. Il y a incitation et l'action concertée, il ne se retrouve pas par hasard. Il ne se retrouve pas par hasard sur une station avec des gens avec un marqueur dans la poche. Demande à Marie cette question. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis disquaire ambulant, je travaille auprès de la médiathèque. D'accord. Donc Alexandre Barret, je vais vous demander votre âge aussi. 30 ans. 30 ans. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce débat? Ça a commencé un peu bordélique. Qu'est-ce qu'au final vous en avez pensé de la manière déjà dont a été conduit le débat? Je n'ai pas trouvé que ça soit bordélique, j'ai trouvé qu'il y avait une approche qui était assez intelligente, en fait surprenante au début, mais en fait qui était bien menée. J'ai trouvé que le président du tribunal, président de séance, était assez partial, assez mesuré, et que beaucoup d'aspects ont pu être abordés en relativement peu de temps. Alors on peut regretter le manque de temps, on peut regretter que les témoins qui avaient été produits n'aient pas pu plaider à la barre, donc on n'a pas entendu les témoins. Mais malgré tout, il y a eu des échanges qui étaient à mon avis fructueux entre les deux parties, la partie plaignante et la défense. Et je pense que les juges ont écouté avec attention. Voilà.
Comment vous expliquez que vous, hein, si je ne m'abuse, vous ayez été l'un des seuls à reconnaître en fait votre participation à l'action des antipubs? Mais je pense qu'il y a des jeux, je ne sais pas exactement ça, hein. C'est que il y a des personnes qui reconnaissent avoir participé, mais qui ne se reconnaissent pas dans le préjudice ou dans la constatation de la verbalisation. Donc c'est assez différent. On est dans une affaire de civil. Quand on veut imputer un dommage ou un préjudice donc qui découle du dommage, il faut avancer des preuves, il faut avancer quelque chose qui atteste de la véracité de ces faits. Et il se trouve que nombre de personnes n'étaient pas forcément actives quand elles ont été verbalisées. Il y en a qui étaient en témoin, il y en a qui étaient en soutien, il y en a qui étaient là pour filmer, etc. Donc ça n'empêche pas qu'elles puissent tout à fait soutenir la cause. Moi, il se trouve que je reconnais avoir agi et que je le revendique. Donc c'est différent. Il y a des personnes qui revendiquent aussi, mais qui n'ont, dans le cadre où elles ont été verbalisées, ça ne s'appliquait pas à leur cas, tout simplement. Est-ce que ça veut dire qu'on a pioché dans le tas pour les verbalisations de manière un peu arbitraire? Je crois que c'est assez arbitraire parce que c'est intéressant de savoir qu'il y a un SDF qui a été verbalisé, qu'il y a 3 étudiants mineurs qui faisaient un reportage pour leur école, qu'il y a des personnes qui étaient de passage qui ont été verbalisées, et qu'en plus ce sont des personnes d'âge jeune, alors qu'il y a eu beaucoup d'autres verbalisations pour des personnes plus âgées, donc femmes de 70 ans, et à qui on n'a pas demandé, à qui on n'a pas produit une assignation. Donc oui, il y a quelque chose de très arbitraire, de très démagogique. Maintenant, alors ensuite, l'attaque de demander in solidum la responsabilité du dommage, de dire ce sont ces personnes-là qui sont organisatrices, qui ont établi l'ensemble des dommages. Alors là, c'est complètement démentiel, quoi. C'est burlesque, c'est évident. Vous n'êtes pas un peu déçu par cette audience? Finalement, le débat n'a pas eu lieu, on n'a pas parlé de fond. Les 4 témoins qui devaient parler de fond ont été déboutés entre guillemets. C'est quand même assez. J'ai vu des gens au bord des larmes à la fin. C'est quand même un peu une déception, non? Moi, je suis pas déçu vraiment. J'étais serein en rentrant dans ce procès. Je suis serein en sortant. Je regrette effectivement que les témoins n'aient pas pu venir exercer leur parole, venir prendre la parole à la barre. Il faut rappeler aussi qu'on est dans un cadre de procédure civile, donc même si on est en tribunal de grande instance, première chambre, première section, donc ça veut dire qu'il va y avoir des jurisprudences, il va y avoir beaucoup de à la fois, je pense que l'échange de parties adverses, c'est d'aborder moins
pénal pour